Bonjour à tous, Morgane Aubrin, directeur des partenariats au sein du groupe Interinvest. Je suis très heureux d'animer aujourd'hui ce webinaire sur le dispositif de la possession. Je suis très heureux d'être accompagné par Maître Stéphanie Rioux-Bernard du cabinet Francis Lefebvre. Et puis, dans un second temps, à la suite de cette présentation sur le dispositif, on passera également en revue nos différentes solutions éligibles à ce dispositif, car comme vous savez, le dispositif de l'apport-cession est un sujet qu'on travaille particulièrement au sein de notre société de gestion Élévation Capital Partner. Ce support sera enregistré, donc il y aura bien évidemment un replay qui sera envoyé à l'ensemble de nos partenaires. Et puis bien évidemment, l'idée, c'est que ça soit le plus interactif possible. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Vous avez la possibilité de poser des questions. On y répondra avec grand plaisir tout au long de ce webinaire et notamment à la fin sur les différentes solutions éligibles. Alors, le groupe Interinvest, vous nous connaissez, on a un groupe familial, on a un groupe indépendant, on existe depuis un peu plus de 30 ans et on a 4 métiers. Et un de nos métiers, c'est une société de gestion qui s'appelle donc Élévation Capital Partner, qui est en forte croissance. Et on en profite à nouveau pour remercier l'ensemble de nos partenaires qui nous font confiance, car on devrait atteindre cette année les 450 millions d'encours. Cette croissance, ce dynamisme, ce que je dis souvent, ça s'explique de plusieurs manières. C'est grâce à notre réseau de distribution et vous en êtes des parfaits exemples. Le deuxième point, c'est grâce à l'ensemble de nos gérants, l'ensemble des personnes qui travaillent au sein de notre société de gestion. On essaie de recruter des gens qui sont performants, crédibles, et ça, c'est important. Et puis le troisième point, c'est qu'on peut vous raconter les plus belles histoires, on peut vous parler des plus beaux gérants. Et ce qui fait foi, ce qui fait juge le fait à la fin, c'est ce qu'on appelle l'historique, le track record. Et vous verrez qu'on a déjà un certain nombre de très belles exits à raconter sur nos différentes verticales. Les différentes verticales éligibles au dispositif de l'apport-cession, il y en a 3. Il y en a une stratégie qui s'appelle la stratégie grosse, qui est la stratégie historique du groupe. Benjamin Cohen y reviendra un peu plus tard. On a une stratégie de capital investissement immobilier. Guillaume Dondieu-Levabre nous en dira quelques mots tout à l'heure. Et puis, on a également une stratégie un peu plus niche, mais très intéressante, qui suscite beaucoup d'intérêt, qui est une stratégie sur le food and beverage. Et mon cher Marc, tu nous en diras quelques mots également dans quelques minutes. Cher Maître, chère Stéphanie, je vous laisse la parole et je vous laisse nous présenter le dispositif de l'apport-cession. Merci Morgane. Donc effectivement, moi l'idée c'est que je vous refasse un petit rappel vraiment des règles, des conditions d'application de ce dispositif et des incidences fiscales en résultant. Voilà, de mon point de vue de fiscaliste avant d'entrer dans la pratique avec les autres intervenants. Donc, l'article 150.0 BTR dit dispositif d'apport-cession, c'est quoi? C'est un article qui permet de bénéficier d'un report d'imposition lorsque l'on fait un apport de titres, donc d'actions ou de parts sociales, à une structure qui va respecter certaines conditions et dans des conditions données et fixées par ce texte. Pourquoi faire appel à ce dispositif? On va généralement y recourir dans un cas où une personne qui détient des titres, dans le cadre de sa gestion patrimoniale, souhaite les céder, mais souhaite éventuellement ne pas payer immédiatement l'impôt sur la plus-value qu'elle va constater. Notamment parce qu'elle aurait éventuellement un autre projet derrière pour lequel elle va avoir besoin de liquidités et du coup, elle va vouloir conserver ses liquidités plutôt que de payer l'impôt correspondant. Donc, l'idée de l'article 150.0 BTR, c'est de faire un apport à une structure préalablement en fait, au transfert des actions. Donc, si je prends le petit schéma qui en principe s'affiche sur votre écran, donc, admettons que on est, alors là, on ne le voit pas très bien, le petit bonhomme en haut, mais qui s'appelle Monsieur A. Donc, il détient des actions qu'il a acquises pour un montant de 1 euro et il souhaite les céder. Donc, s'il les cédait directement pour un prix de 100 euros, comme dans l'exemple qui figure sur la slide, il devrait payer de l'impôt sur la plus-value de 99 euros. Donc, le dispositif d'apport-cession va consister à ce qu'il fasse plutôt apport de ces titres à la holding 1, qui ensuite cédera elle-même les titres en question et devra respecter un certain nombre de conditions sur lesquelles je vais revenir. Donc, pour que la plus-value d'apport bénéficie du report d'imposition, il faut respecter un certain nombre de conditions.
Donc, tout d'abord, la holding 1, elle doit être soumise à l'IS ou à un impôt équivalent de l'IS, parce que la holding, elle peut être dans un autre état de lieu. Il faut qu'elle soit contrôlée par l'apporteur, qu'on soit dans ce dispositif de report d'imposition, alors seul ou avec son groupe familial, mais il y a une condition de contrôle. Et la troisième condition, c'est qu'il ne faut pas que l'apport soit rémunéré par une soulte qui représente plus de 10% de la valeur nominale des titres reçus en apport, donc des titres de la holding 1 dans mon exemple. Et donc, si on respecte bien toutes ces conditions, lorsque le contribuable fait apport de ses actions à sa holding 1 qu'il contrôle, la plus-value des 99 € dans l'exemple est mise en report, c'est-à-dire qu'en fait, on va cristalliser le montant de cette plus-value à la date de l'apport, on va calculer l'impôt correspondant à la date de l'apport et selon les règles applicables à la date de l'apport, donc on sait normalement quel sera l'impôt à la fin, mais cet impôt n'est pas dû immédiatement, il va être dû lors de l'intervention de plusieurs événements subséquents. Donc, quand est-ce que l'impôt devient exigible? Bon, le premier cas, c'est finalement si on se dessaisit des titres de la holding à qui on a fait l'apport, donc qu'on la revend ou qu'on la dissout notamment, mais on y reviendra un peu plus tard. Autre cas, bon, mais je passe rapidement parce que après il y a d'autres dispositifs de sursis qui peuvent s'appliquer, mais si monsieur A, dans mon exemple, transférait son domicile fiscal à l'étranger, ça pourrait potentiellement mettre fin au report. Et surtout, dernier cas, et c'est celui qui nous intéresse le plus, en principe, lorsque la holding 1, donc la holding bénéficiaire de l'apport, va recéder les actions qu'elle a reçues, si elle le fait à l'intérieur d'un délai de 3 ans, en principe, ça met fin au report d'imposition. Toutefois, quand elle respecte un certain nombre de conditions, on va pouvoir éviter que le report ne tombe. Donc, pour ce faire, il faudra, donc encore une fois, on est dans le cas où il y a un apport et la holding recède les titres à l'intérieur d'un délai de 3 ans. Si on ne veut pas que le report tombe, il faut qu'elle réinvestisse au moins 60% du produit de la cession dans un délai de 2 ans dans une activité dite éligible. Alors, c'est quoi les activités éligibles? En fait, il faut que ce soit réinvesti dans une activité économique, donc c'est-à-dire commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Mais il ne faut pas réinvestir dans une activité de pure gestion patrimoniale, comme par exemple la location immobilière ou juste la gestion d'un patrimoine mobilier. Donc ça, c'est la première règle. Et après, le réinvestissement, il doit prendre l'une des 4 formes prévues par l'article 150 BTR. On ne peut pas réinvestir dans n'importe quelle condition. Donc, la première possibilité, c'est tout simplement d'acquérir directement les moyens d'exploitation dont aurait besoin la holding si elle veut exercer son activité économique directement. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que les fonds peuvent être réinvestis dans le rachat d'une autre société. Mais ça, pour que ça fonctionne, il faut que le rachat de titres ait pour effet de conférer le contrôle de la société dont les titres sont rachetés. La société holding peut aussi réinvestir les 60% du prix de cession en souscrivant à une augmentation du capital d'une société qui exerce une activité économique, soit au capital initial ou à une augmentation de capital. Là, il n'y a pas de condition de contrôle, contrairement à quand elle doit racheter les titres. Et enfin, dernier cas qui va vous intéresser ici, c'est que depuis 2019, la quatrième possibilité, c'est que la holding réinvestisse une partie du prix de cession dans la souscription de parts ou actions de certaines structures d'investissement, type FCPR ou FPCI, etc. Donc, voilà, quand elle a fait ce réinvestissement dans le délai de 2 ans dans une de ces structures, sous l'une des formes bien prévues par le texte, ça évite de faire tomber le report d'imposition. Évidemment, on peut coupler un peu les solutions qui sont proposées ici dès lors qu'on a bien réinvesti au moins 60% du prix de cession dans le délai. Une fois que la holding a fait ce réinvestissement, normalement, il faut une certaine pérennité à cet investissement. Donc, l'actif dans lequel la holding a remployé ses fonds doit être conservé
au minimum 12 mois. Et si elle a réinvesti dans un fonds, il faut qu'elle conserve les parts de ce fonds pendant au moins 5 ans, puisqu'en fait, ces fonds doivent eux-mêmes remplir pléthore de conditions au terme de ces 5 ans pour s'assurer de l'éligibilité du 150 0 BTR et ne pas faire tomber le report d'imposition. Donc voilà toutes les conditions à remplir lors de l'apport et lors du réinvestissement si la holding cède à brève échéance les titres reçus en apport. Et donc, le débouclage de l'opération, comment est-ce que ça fonctionne? Comme je vous le disais, une fois qu'on a fait ces réinvestissements, encore une fois, attention, il s'agit juste d'un report d'imposition. Donc, à un moment donné, en principe, il faudra quand même payer l'impôt sur cette plus-value. Ce sera notamment le cas quand finalement l'apporteur va recevoir vraiment le cash correspondant à sa société en vendant les titres de la holding, par exemple, ou en faisant une réduction de capital par annulation de titres, ou ce genre qui va dissoudre sa holding tout simplement. Il y a quand même certains cas dans lesquels on peut potentiellement aboutir à une exonération de la plus-value en report. Bon, le premier cas, c'est le décès du contribuable. S'il décède sans avoir jamais transféré les titres de sa holding, ça va faire tomber la plus-value en report en non-valeur. Autre cas, c'est quand l'apporteur initial donne des titres de sa holding sans que cela n'ait pour effet de conférer le contrôle de cette holding au donataire. Donc ça, sur la fraction de la plus-value attachée au titre donné, on va pouvoir purger la plus-value en report. Et enfin, dernier cas, où on est dans un cas de donation qui, pour le coup, emporte transfert du contrôle au donataire. Là, donc, au départ, la plus-value en report, elle est transférée sur la tête du donataire, donc c'est lui qui en devient redevable, mais c'est pareil, elle va expirer et elle deviendra exonérée si le donataire conserve les titres reçus en donation pendant un délai minimum qui est en principe de 5 ans, étendu à 10 ans en particulier en cas de réinvestissement fait dans des fonds d'investissement. Voilà donc pour après le débouclage des opérations. Petite précision par ailleurs qui peut ne pas être négligeable selon les cas de figure, c'est que ce dispositif d'apport-cession, suivi notamment d'une donation, on peut le coupler potentiellement avec les dispositions du pacte Dutreil. Le pacte Dutreil, vous devez savoir que ça permet de bénéficier d'une exonération de droits de donation sur 75% de la valeur des titres transmis. Donc, en plus d'éventuellement pouvoir aboutir à une purge de la plus-value en report quand on donne des titres d'une holding constituée en 150 0 BTR, si on respecte bien les conditions fixées par le texte, on peut éventuellement bénéficier du dispositif Dutreil. Donc, je rappelle qu'en fait, il s'agit de prendre un engagement collectif sur les titres de la holding. Donc, je prends le cas d'une société non cotée. Donc, il faut au moins 17% des droits financiers et 34% des droits de vote au moment de l'engagement collectif qui doit être pris sur 2 ans. Et après la transmission, les donataires, ils doivent également s'engager à conserver les titres pendant au moins 4 ans. Et dernière précision, ce dispositif de Dutreil est cumulable avec l'abattement en ligne directe de 100 000 € et la réduction de droits de 50% dans le cas où le donateur est âgé de moins de 70 ans. Donc, on peut se retrouver dans des cas fiscalement très optimisants. Simplement, juste quelques points d'attention malgré tout sur ce dispositif d'apport-cession et après je m'en tiendrai là, je passerai la parole à mes petits camarades. Premier point, il faut faire attention parce qu'encore une fois, l'apport-cession, c'est un report d'imposition, donc ce n'est pas forcément une purge et il faut aussi avoir conscience que quand on fait cette opération, l'apporteur n'a pas le cash correspondant quand il transfère ses titres. Le cash reste logé dans la holding de remploi. Donc, parfois, on peut coupler les solutions. On peut vendre certains titres en direct et en apporter d'autres. Comme ça, on a une partie en cash, une partie en titre sous bénéfice du 150 0 BTR. Autre point, comme ce sont des dispositifs fiscaux complexes, notamment si on essaye de les combiner,
Il faut toujours faire une évaluation et une étude au cas par cas que l'ensemble des conditions juridiques sont bien remplies. Et dernier point sur lequel je souhaite attirer votre attention, c'est sur toutes les obligations déclaratives qui entourent le régime du 150 BTR, que ce soit au niveau de l'apporteur, du contribuable, au moment de l'apport, mais aussi sur les années ultérieures. Il y a pas mal de formalités à faire sur la déclaration d'impôt sur les revenus et notamment aussi sur la holding bénéficiaire de l'apport qui a un certain nombre d'attestations à remettre. Et j'attire toujours l'attention de mes clients sur ces obligations déclaratives. Donc, voilà pour le rappel du fonctionnement et des conditions du régime. C'était très clair. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez prendre les questions maintenant ou plutôt à la fin sur ces questions techniques? J'ai vu qu'il y avait 2 questions, vous les balayez rapidement et puis bien évidemment ensuite. Alors, première question. Bonjour, je peux avoir monsieur seul associé sur la fille, avoir monsieur et madame dans la holding suite à l'apport cession? Alors, je ne suis pas très sûre d'avoir compris la question. Moi aussi, je ne suis pas certain. Alors, peut-être que c'est notre ami Jonathan. Si vous souhaitez peut-être reposer la question et puis on va continuer la réunion. Et puis, bien évidemment, on y répondra avec grand plaisir un peu plus tard lors de cette présentation. Merci beaucoup, maître. C'était très intéressant. Et je vous propose maintenant d'échanger sur les différentes solutions que structure notre société de gestion, donc des FPCI qui sont éligibles à la possession. Donc, une de nos premières stratégies, mon cher Marc, c'est une stratégie de food and beverage. Est-ce que tu peux peut-être nous dire quelques mots sur ces stratégies, peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, et puis ensuite nous parler du véhicule. Merci Morgane. Donc Marc Elasmin, président et cofondateur de la société Food Expert, qui est en partenariat stratégique avec les différents fonds d'investissement Food Invest, donc les stratégies Food Invest dont on va discuter aujourd'hui. Donc je vais vous présenter d'abord le fonds. Comme son nom l'indique, c'est le 2e millésime. C'est un fonds professionnel de capital investissement. Donc, il est limité à de la clientèle professionnelle ou éligible au sens de l'AMF. Et c'est le résultat d'un attelage à 2 têtes, la société Elevation Capital Partners, et je vous en remercie de ma présence aujourd'hui, et de Food Expert, qui est conseil stratégique. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'avec la société de gestion, nous faisons le sourcing et les identifications des opportunités d'investissement dans l'univers de l'alimentation et des boissons. Nous analysons les cibles ensemble. Ensuite, nous suivons ces participations ensemble et nous participons à l'accélération de ces sociétés grâce à l'expertise de Food Expert et de son écosystème et celle de Elevation Capital Partners également, afin de préparer les meilleures sorties possibles et imaginables. Donc, on ne l'avait pas préparé, donc je vais prendre mon cher Morgane au dépourvu. Et Morgane, à ton avis, quel est le montant de ce qui est investi ou des acteurs qui œuvrent dans l'univers du food and beverage, c'est-à-dire le nombre d'entreprises qui existent en Europe sur ce secteur-là? J'ai cru voir un chiffre, je crois que c'est un peu plus de 300 000. D'accord. En fait, c'est la réalité. Alors, 300 000 entreprises. Ensuite, deuxième question, Morgane. Mais je ne vais pas te mettre le slide. À ton avis, cela représente combien de PME? Ça doit représenter en termes de PME probablement 50%. 50%. Désolé du dépourvu. 1200 milliards de chiffre d'affaires annuel, c'est le premier employeur en Europe et cela représente le 2e poste de dépenses des ménages. En Europe, 15% des postes de dépenses des ménages sont consacrés à l'alimentation et aux boissons. Ensuite, c'est un univers qui est étrangement laissé un peu au dépourvu par l'univers du capital investissement. Donc, en fait, en France, il y a à peu près 30 milliards qui sont levés ou investis annuellement en private equity ou en capital investissement. Donc, peu ou prou, on est le 5e ou le 6e acteur mondial. Sur ce milliard, moins de 1 milliard va se déverser dans l'univers de l'alimentation et des boissons. Et enfin, il y a moins de 5 sociétés de gestion qui sont spécialisées sur cet univers-là en France, donc ça se compte sur les doigts d'une main. Généralement, quand je donne ce chiffre-là, on me pose la question, mais est-ce que ce n'est pas à juste titre parce qu'il n'y a pas forcément de potentiel de performance sur ce secteur-là? Et comme on va le voir, c'est un secteur qui est en très forte mutation, qui est en très forte accélération. Alors,
On l'a tous un tout petit peu vécu pendant soit le Covid, soit après. Il y a des changements dans nos habitudes de consommation qui font qu'il y a une très forte demande sur certains secteurs de l'alimentation et des boissons. La première chose, on a envie de savoir ce qu'on est en train de consommer et donc et d'où ça vient. Donc c'est le côté de la traçabilité. Ça fait partie des mutations d'usage qui sont très fortement en train d'accélérer nos habitudes de consommation. Le deuxième, c'est le lien qui est fait entre la traçabilité, la qualité et la santé. Ce que nous mangeons détermine une partie de notre santé et de la façon dont notre corps réagit par rapport à cela. Et donc, les entreprises qui sont en train de faire le lien entre l'alimentation et la santé sont en train de connaître des accélérations très importantes. Je vous donnerai un exemple un tout petit peu plus tard. Ensuite, la digitalisation, bah, on l'a tous vécu pendant la Covid ou le Covid. On a tous commandé ou on a tous interagi avec des plateformes de commande, des plateformes de livraison. On regarde des applications pour connaître la valeur nutritive de nos aliments. Donc, toute la digitalisation est en train de changer nos habitudes de consommation et en même temps, nous influons sur les habitudes des producteurs. Et dernière chose, il y a une préoccupation environnementale. Ce n'est pas du greenwashing. Il y a une pression qui est mise de la part à la fois des gouvernements et des consommateurs pour s'améliorer d'un point de vue éco-transition. Pour votre information, c'est le deuxième secteur qui est cause de dégagement à effet de serre. Et par ailleurs, on a la production mondiale de nourriture qui doit doubler d'ici 2050 du fait de la croissance de la population mondiale. Donc, c'est un secteur qui doit répondre à certaines contraintes qui sont relativement importantes. Donc, ces 4 changements d'habitude de consommation sont en train d'accélérer très fortement certains secteurs. Donc, c'est peut-être la partie de la présentation qui est la plus importante. Le fonds a vocation à investir dans 5 sous-segments qui sont porteurs de forte accélération. Donc, ça doit être des sociétés qui offrent un potentiel de performance très, très important. Elles doivent correspondre à des habitudes de consommation qui sont en accélération, donc les mutations d'usage qu'on a évoquées précédemment. Donc, ça va de la production à la distribution, à la restauration, à tout l'univers des services autour de l'alimentation et des boissons et la food tech. Également, ça fait partie de l'ADN à la fois de Élévation et également de Food Expert. Nous investissons en capital développement. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que nous parlons de mutation d'usage ou de changement d'habitude de consommation que nous allons investir sur des sociétés qui sont en amorçage ou en post-amorçage. On regarde des sociétés qui ont confirmé leur capacité de créer des activités qui sont rentables et qui ont besoin d'accès à du capital, qui est délaissé malheureusement par l'univers du capital investissement un peu en France, et donc qui cherchent des investisseurs partenaires financiers, mais également qui sont capables de les accélérer en termes de développement et de croissance. Et enfin, nous sommes sur un secteur qui est des entreprises qui sont en France et en Europe qui vont jusqu'à une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, pour le coup, quand on vise ce genre de société, il n'y a quasiment aucun acteur professionnellement organisé qui essaye de saisir ces opportunités parce que c'est un milieu qui est très morcelé, très écartelé, pour lequel le sourcing reste relativement compliqué. Donc, les caractéristiques du fonds, c'est un fonds professionnel, comme je vous l'indiquais. L'horizon d'investissement, c'est de 7 ans. Nous cherchons un montant cible qui est à peu près de 30 millions d'euros, mais vu les intérêts que nous avons en ce moment, nous allons probablement essayer d'aller chercher le montant maximum qui est de 50 millions d'euros. On investit sur un fonds sectoriel avec les 5 sous-segments que je vous ai décrits précédemment, principalement en Europe. La caractéristique de cet attelage à 2 têtes, c'est de bénéficier de l'accompagnement au développement et à l'accélération de Food Expert, un ensemble d'experts dans l'univers du food and beverage. Nous prenons des participations minoritaires avec des conditions d'accès pour défendre au mieux les intérêts des investisseurs, des clauses de liquidité renforcées, des pactes d'actionnaires dans lesquels nous avons des droits de veto sur une quinzaine de décisions qui sont primordiales. Et enfin, comme je vous l'évoquais précédemment, on investit dans des sociétés non cotées qui ont un chiffre d'affaires qui va jusqu'à une trentaine de millions d'euros. Si je devais résumer en 3 arguments qui sont révélateurs de la stratégie, le premier, c'est un fonds de capital développement, comme je vous le disais, dédié à un secteur qui est en très forte mutation, en forte accélération. On cible des sociétés qui ont un très fort potentiel de croissance. Donc, généralement, ce sont des sociétés qui sont capables de faire du x3 en l'espace de 5-6 ans. Donc, ça nous permet d'aller chercher de la croissance, mais sur des business models qui sont sains.
Cela bénéficie, alors le fonds bénéficie de l'accompagnement d'une société, d'une société Food Expert qui apporte un écosystème et qui apporte une forte capacité d'accélération. Et enfin, d'où l'objet de notre présence aujourd'hui, c'est un fonds qui est éligible au 150 0BTR et qui bénéficie également d'une fiscalité optimisée puisque il n'y a pas d'imposition pour les personnes physiques sauf contribution CSG, CRDS, et pour les personnes morales, nous sommes à un taux IS réduit, qui est entre 0 et 15%, et vu le respect de certains des ratios, nous sommes plutôt du côté de 0%, donc pas d'imposition pour les sociétés et les personnes morales. Donc, merci beaucoup, Morgane, merci beaucoup, Maître, et je vais laisser la parole à Benjamin, qui va venir prendre sa place à la mienne. Merci Marc. Mon cher Benjamin, si tu veux te présenter en quelques mots, puis à ton tour peut-être nous présenter la stratégie grosse. Merci Morgane, je te promets, je ne te quizerai pas comme Marc a pu le faire. Donc moi je suis Benjamin Cohen, je suis cofondateur d'Elevation Capital Partners, la société de gestion du groupe Interinvest que Morgane a présenté un peu plus tôt. Donc je suis investisseur depuis près de 9 ans maintenant sur la verticale grosse qui est une verticale d'investissement généraliste en capital développement que je vais présenter un peu plus en détail après. Et auparavant, j'ai eu l'occasion de travailler pendant une quinzaine d'années en tant que conseiller en stratégie et en tant que cooperating partner dans des fonds à Paris, aux États-Unis et à Londres, plutôt des fonds de LBO, mid-large cap. Pour vous présenter la stratégie qu'on appelle la stratégie grosse, qui est la stratégie originelle de la société de gestion, c'est une stratégie qui est généraliste, qui est au creuset du capital innovation et du capital développement, dans le sens où, dans le monde du capital investissement, vous avez trois grandes familles de stratégies. Vous avez le capital innovation qui va cibler des jeunes sociétés qui ont un très fort potentiel de croissance, mais qui ne sont pas nécessairement, qui n'ont pas encore nécessairement rencontré le product market fit, donc qui ont fait la preuve de commercial économique de leur concept. Il y a le capital développement qui va cibler des sociétés qui sont déjà établis, qui ont de l'antériorité, qui ont atteint un certain volume d'affaires ou un certain chiffre d'affaires et qui ont besoin de fonds pour accélérer. Et enfin, il y a le capital transmission qui correspond à des opérations de rachat de titres et de transmission de sociétés, qu'elles soient familiales ou détenues par des fonds. Et donc, la stratégie grosse va se concentrer sur la fin de phase de la partie innovation, où on va regarder les sociétés qui sont jeunes, qui ont un très fort potentiel de croissance encore, mais qui ont fait la preuve de leur concept et qui ont une antériorité éprouvée, et en grande partie sur la partie capital développement, qui correspond aux sociétés qu'on va cibler. Historiquement, on va regarder une variété de secteurs qui va du green business, du digital media, de la tech, des fintech, de la mobilité, entre autres choses. Et on va regarder des sociétés qui sont dans un prisme assez large, qui font entre 1 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sont en croissance, de l'ordre de plus de 25% de croissance par an. Mais surtout, l'aspect très différenciant que Marc a évoqué sur la partie food and beverage et qui est vrai sur la partie grosse, c'est qu'on va systématiquement investir dans les sociétés qui sont rentables. On ne va jamais investir dans les sociétés qui sont sous perfusion d'acteurs financiers et qui ont besoin de fonds pour exister ou de partenaires financiers pour continuer à exister et à se financer. Idéalement, on va regarder les sociétés qui ont pu s'autofinancer, qui ont pu atteindre un certain niveau de maturité et qui ont besoin de fonds uniquement pour accélérer et non pas continuer à survivre. Ce qui est très important, je pense, dans le contexte actuel où on voit que certaines valeurs tech ont pu souffrir, que les chasseurs de licornes, il y a 2-3 ans, ont sans doute changé de paradigme. Le fonds, la stratégie grosse va cibler des sociétés qui opèrent en Europe, qui ont un ancrage français de par la nationalité de la société de gestion, mais qui ont un développement européen, voire mondial, et qui commencent à rayonner sur des pays adjacents, et une variété de secteurs. Alors, on ne va pas regarder des secteurs comme les biotech, pour la simple et bonne raison que c'est des cycles d'investissement qui sont très longs, et qu'il faut attendre 4, 5, voire 10 années pour qu'un produit sorte. Et donc, c'est des sociétés qui nécessitent beaucoup d'investissement et beaucoup de consommation de cash avant d'atteindre l'équilibre ou la rentabilité que nous recherchons.
Et la stratégie grosse, c'est une stratégie d'investisseurs minoritaires, donc qui consiste à de la souscription en numéraire dans des sociétés innovantes, en croissance, sur des premiers ou deuxième tours, pour des tickets unitaires qui vont entre 1 et 10 millions d'euros, seuls, en lead, en co-lead ou en suiveur selon la taille des opérations. Donc, on est en investisseur minoritaire, en cash-in, en augmentation de capital, sur des premiers, deuxième, éventuellement troisième tours. La stratégie grosse, elle a 3 grands piliers. Elles sont, donc, vous aurez compris, c'est du capital développement, capital croissance, capital développement. Pour être éligible à l'apport cession, d'ailleurs, il y a un risque de perte en capital, mais cette risque de perte en capital, on va la gérer en s'appuyant sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la volonté de maximiser la rentabilité de nos investissements, ce qui veut dire pour nous de regarder des sociétés qui n'auront pas besoin systématiquement de lever et donc d'avoir une dilution limitée par rapport au premier investissement qu'on a fait. Ce qui veut dire, je vais enfoncer une porte ouverte, mais on aime bien acheter pas cher et vendre cher. Alors, il n'y a pas besoin d'être prix Nobel d'économie pour comprendre que c'est un gros levier de performance. Mais quand on regarde la petite quarantaine d'opérations qu'on a fait depuis 9 ans, on se rend compte que par rapport au marché, on achète 2,5 fois moins cher que le marché en moyenne. Ça, c'est le premier point, c'est ce qui nous permet d'aller chercher du rendement et je parlerai du track record un peu plus en détail après. Le deuxième point, c'est qu'on va regarder les sociétés qui sont rentables, je l'ai mentionné. Historiquement, quand on a investi sur la petite quarantaine d'opérations qu'on a faites, les sociétés faisaient en moyenne de l'ordre de 8% d'EBITDA. Ça ne veut pas dire qu'elles n'avaient pas besoin de fonds pour accélérer, mais elles étaient rentables et elles n'étaient pas dans la main de partenaires financiers pour continuer à exister. Elles pouvaient s'autofinancer. C'est une approche qui est multisectorielle et qui va regarder des sociétés qui ont une antériorité, un concept éprouvé. Et enfin, comme l'a dit Marc, on va avoir une série de clauses. Donc, quand on investit, on est investisseur minoritaire, on rentre en action de préférence, donc on est investisseur en equity, en fonds propres dans les sociétés. Et dans les pactes qu'on met en place au moment de l'investissement, on va avoir une série de clauses sur la gouvernance qui nous permet d'accompagner de manière bienveillante, constructive et d'exercer une mission de contrôle sur les décisions clés. Et on va avoir des clauses et des dispositions sur la liquidité. Puisqu'un investissement minoritaire dans une société non cotée est par nature très illiquide, on met en place des dispositions qui nous permettent de faire nos meilleurs efforts pour rendre de la liquidité à nos investisseurs. Il y a 2 clauses qui sont essentielles dans ce cas de figure. Il y a une clause de liquidité renforcée qui nous donne un horizon d'investissement de 5-7 ans la main pour vendre 100% des titres de la société et donc de ne pas être dépendant de vendre une quote-part minoritaire dans une société non cotée. Et il y a une clause qui est absolument clé aussi, qui est la priorité sur les produits de cession, donc ce qu'on appelle une liquidité préférentielle, qui nous permet et qui permet à nos fonds d'être servis en premier sur les premiers euros d'une cession jusqu'à un multiple d'investissement. Donc sur le petit graphe qui est montré là, c'est par exemple, on va être servi jusqu'à 1,5 fois les produits d'investissement dans des cas où le business plan n'aurait pas été réalisé, où l'histoire de croissance ne serait pas passée comme prévu. Donc ces 3 fondamentaux nous permettent aujourd'hui d'avoir un portefeuille d'une quarantaine de participations qui est sain. Donc à date, on a réalisé 7 sorties et je vais y venir parce qu'elles illustrent bien le type de société et les secteurs qu'on couvre. Sur ces 7 sorties, on a un TRI brut de près de 80%, de 78%. Pour un multiple brut de 4,7 fois. Le chiffre qui est plus important pour moi, c'est qu'on a 0 défaut. Donc, même si on cible des jeunes sociétés qui ont un fort potentiel de croissance, on n'a aucune société qui est partie au tapis. Ça, c'est absolument clé dans la gestion de la performance et dans la gestion du risque pour nos investissements. Et quand on regarde notre portefeuille, qu'on regarde ses caractéristiques, en 2022, en moyenne, c'est un portefeuille dont le chiffre d'affaires a cru de un peu moins de 50%, 46,8%. Et qui montrait une marge d'EBITDA de l'ordre de 2,2%, donc qui était structurellement rentable. Quand on regarde l'antériorité de notre portefeuille, les investissements qui ont plus de 3 ans, on se rend compte qu'aujourd'hui, elles sont valorisées à près de 2,8 fois. Les investissements qui sont plus récents, donc ont moins de 3 ans, elles n'ont pas eu le temps de matérialiser toute leur courbe de croissance, donc elles sont valorisées à 1,1 fois. Donc on a aujourd'hui un portefeuille hors sortie
qui sont à 4,7 fois, qui se tient à 1,7 fois. Et en le projetant et en regardant les business plans et les trajectoires de croissance, on pense que la globalité de notre portefeuille devrait sortir à un peu plus de 3 fois. Cette performance, elle est ancrée sur un track record qui s'appuie sur 7 sorties à date. Je vais passer assez rapidement sur les 7 sorties, mais la première sortie qu'on avait faite, c'est une société qui s'appelle Contextor, qui est un éditeur tech de logiciels d'automatisation qu'on a revendu au bout d'un peu moins de 3 ans au géant allemand des logiciels SAP, matérialisant un multiple de 6 fois. La deuxième société qu'on a revendue, c'est une société qui s'appelle Morning, qui est un leader francilien des espaces de coworking. Donc là, on est resté un peu moins de 2 ans. On a revendu 2,2 fois à Nexity. La troisième et la quatrième société, je vais en parler un peu en même temps parce qu'elles sont assez symptomatiques de notre stratégie. J'ai mentionné qu'on regardait des jeunes sociétés, souvent des startups, mais des jeunes sociétés en croissance. Pour autant, elles étaient rentables. Et le fait de pouvoir regarder ces sociétés rentables, ça permet d'ouvrir les chakras en termes de portes de sortie et de pouvoir structurer des montages de sorties financières, donc de sorties en LBO. Parce que si vous regardez les sociétés qui sont structurellement pas rentables, votre seule porte de sortie, c'est soit la cotation en bourse, qui est aujourd'hui un marché totalement sinistré, soit la vente à un industriel. Nous, le fait, comme on l'a pu voir, on a vendu à des gros industriels comme SAP et Nexity, mais le fait de cibler les sociétés qui sont en capacité de générer plusieurs millions d'EBITDA, ça nous permet de faire des montages avec effet de levier. Et donc, on a sorti 2 sociétés, une société qui s'appelle SPV, qui est un courtier grossiste en assurance prévoyance en le revendant à un fonds qui s'appelle S-Ling, sur lequel on a matérialisé un multiple de plus de 15 fois. Et on a revendu une société qui s'appelle Plugin Digital, qui opère dans le digital media, puisqu'ils sont éditeurs et distributeurs de jeux vidéo. On a revendu à un fonds anglo-saxon qui s'appelle Bridgepoint en matérialisant un TRI de plus de 115% et un multiple de 7,5 fois. Plus récemment, on a opéré 3 sorties. Deux sorties dans le green business, une société qui s'appelle Certidil, sur laquelle on a fait une sortie partielle en matérialisant un multiple de 6 fois. Une sortie d'une société qui s'appelle MyLight 150, qui opère dans l'autoconsommation solaire, qu'on a revendu partiellement aussi en matérialisant un multiple de 3,5 fois. Et la dernière société dont je voulais parler, c'est une société qui s'appelle Woo, qui opère dans le digital media, qui est une agence d'influence. C'est un bon exemple sur notre clause de liquidité préférentielle, puisque c'est une société sur laquelle, si on n'avait pas mis en place la clause de liquidité préférentielle, on serait sans doute ressorti à moins 50%. Et grâce à notre clause de liquidité préférentielle, on a pu sortir à 1,1 fois, ce qui nous permet d'avoir une priorité sur ces produits de cession. Et même si les choses ne se passent pas comme elles ont prévu, parce qu'on regarde des jeunes sociétés, d'avoir cet aspect protecteur de l'intérêt de nos investisseurs. Le fonds Élévation Grosse, qui suit cette stratégie, pour conclure, c'est un fonds qu'on a lancé fin d'année dernière, qui a un objectif de lever 100 millions et d'investir dans entre 12 et 15 participations, qui respectera le quota qui le rend éligible aux 150 obétaires d'être investi à 75% dans des titres éligibles en actions. Il montre un objectif de rendement de 15% net de frais, net de caride, en contrepartie d'une perte de risque en capital. Et c'est un fonds qui a un horizon d'investissement à 2031 pour 2 fois 1 an, qui correspond aussi aux aspects fiscaux que Marc décrivait tout à l'heure, avec une fiscalité optimisée sur les produits de cession pour les personnes physiques et les personnes morales. Parfait, très clair. Merci Benjamin. Et on peut rappeler également que la prime de souscription commence à partir du 1er janvier. Donc, si jamais il y a des dossiers ou des opportunités, n'hésitez pas à les saisir en apport session ou autres également en direct. Et on peut rappeler que le fonds recueillera les souscriptions éligibles à apport session jusqu'à juin 2024 aussi. Nouveauté également. Merci à tous. Mon cher Guillaume, comme dit si bien le dicton, les derniers sont les premiers. Guillaume, je te laisse te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore, et puis bien évidemment, présenter la stratégie de capital investissement immobilier qu'on structure depuis 2020 maintenant. Oui, merci Morgane. Bonjour à tous. Alors, je suis gérant en charge de la stratégie de private equity immobilier.
qu'on a lancé en 2020. Donc moi, j'ai rejoint le groupe en 2019 pour préparer justement le lancement de cette stratégie. Et il se trouve que cette stratégie, on l'a lancée concomitamment avec la loi de finances 2020 qui a étendu en fait le dispositif de l'apport cession aux fonds d'investissement, donc au private equity. Et donc, on a construit cette stratégie de private equity immobilier en tenant compte de ça. Et donc, on a pour ça développé une stratégie que je vais vous décrire ici, qui repose sur deux principaux piliers. Donc, d'un côté, les métiers de la valorisation d'actifs immobiliers et de l'autre, ce qu'on appelle l'immobilier géré. Donc, les métiers de la valorisation d'actifs immobiliers, le principe, c'est d'acquérir un bien immobilier, de le valoriser et puis ensuite de le revendre avec une marge en bloc ou à la découpe. Donc, on va y retrouver des métiers qu'on a rassemblés ensemble, qui sont les métiers de marchand de biens et de réhabilitation, donc ce qu'on appelle communément les opérations value added. Donc, on va avoir par exemple les opérations de marchand de biens, les métiers, les activités qui consistent à rénover un bien, à en optimiser la location, et puis pour en augmenter la valeur, et puis ensuite réaliser une marge là-dessus. Les métiers de la réhabilitation sont les métiers qui consistent sur le coup à restructurer totalement un bien. Donc, on est sur une logique qui est assez différente. Et puis, on peut même bénéficier d'avantages fiscaux comme tout ce qui est loi Malraux, monuments historiques, etc. On va couvrir aussi les métiers de la promotion immobilière, où là, on va valoriser un terrain nu, ce qu'on va bâtir, donc y construire des locaux d'activité, des bureaux, des logements, et puis ensuite les vendre, encore une fois, en bloc ou à la découpe. Et alors, le point commun de l'ensemble de ces métiers de la valorisation d'actifs, on va y revenir après, c'est que ce sont des métiers qui font appel beaucoup à de l'effet de levier, et donc on va pouvoir, nous, apporter des fonds propres et acquérir des biens avec de la dette bancaire. Les autres métiers, donc le deuxième pilier que je mentionnais, ce sont les métiers de l'exploitation commerciale d'actifs immobiliers. Et donc là, ça va être des activités dont l'exercice va être intrinsèquement lié à un actif immobilier. Donc on va retrouver les métiers comme l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air. Donc l'hôtellerie, on va regarder les sujets, vraiment tout le scope de l'hôtellerie économique, moyenne gamme, mais aussi très haut de gamme. On va avoir le métier des résidences de service, qui est lui aussi assez large, avec les résidences seniors notamment, donc les maisons de retraite, mais aussi ça peut être de l'éducation ou encore des cliniques spécialisées. Dernier segment qu'on regarde, ce sont les nouveaux usages immobiliers qui vont correspondre quelque part à des mutations d'usage, un peu comme ce qu'on voit sur l'activité food. Là, ça va être nouvelle façon de se loger, donc le co-living par exemple, ou encore nouvelle façon de travailler, donc le coworking. L'intérêt de ces deux stratégies, en fait, de cette diversification finalement qu'on a voulu pour nos fonds éligibles à la possession, il est double. Un, on va retrouver des métiers qui sont souvent vus assez favorablement par les personnes qui ont vendu leur société, donc notamment les opérations immobilières, donc tout ce qui est value added, et puis aussi l'hôtellerie. Donc nous, on a décidé de mettre tout ça dans une même stratégie pour pouvoir permettre cette diversification à nos investisseurs. La deuxième raison, et c'est que je pense la plus importante, c'est que l'ensemble de ces métiers répondent à des dynamiques économiques qui sont diverses. On va avoir des métiers qui vont réagir plutôt à la croissance générale de l'économie, comme l'hôtellerie, par exemple. Des métiers plus opportunistes, comme les opérations de marchand de biens. Et là, je rebondis sur ce que Benjamin disait tout à l'heure. Ce qu'on aime bien, c'est acheter dans de bonnes conditions et revendre plus cher. Donc, un bon marchand de biens, c'est quelqu'un qui achète dans de bonnes conditions. Et puis enfin, on va avoir des métiers qui vont répondre à des dynamiques plus structurelles, par exemple démographiques, et donc le vieillissement de la population qui nécessite d'étendre le parc de résidences seniors. Donc, fonds à retenir, donc c'est fonds très diversifiés avec voilà, des logiques d'investissement qui sont complémentaires. La deuxième question qui vient par rapport à notre stratégie, c'est finalement quelles sont nos modalités d'investissement, comment est-ce qu'on va investir les fonds qui nous sont confiés. Donc, on fait du private equity. On va avoir une particularité, c'est qu'en plus de faire ce qu'on appelle du financement corporate, comme on fait sur l'activité Food Invest ou sur l'activité grosse, en investissement dans des têtes de groupe pour une durée de 5 à 7 ans en participant à des augmentations de capital, en espérant monétiser notre participation au moment de la vente, quelque part, de ces sociétés. On va aussi faire du financement de projets immobiliers, donc avec un horizon d'investissement qui est plus court, de l'ordre de 1 à 4 ans. Et donc, on va financer des opérations qu'on décrivait tout à l'heure, des opérations de marchand de biens, de réhabilitation ou encore de promotion immobilière. L'intérêt, en fait, d'avoir ces deux stratégies, ces deux modalités d'intervention, c'est que ça nous permet déjà, d'assurer de la rotation d'actifs au niveau du fonds avec des opérations qui sont parfois assez courtes. Une opération de marchand de biens, ça peut durer quelques mois seulement. Et
et tout en créant de la valeur à moyen long terme sur des opérations dites corporate. Deuxième intérêt, c'est que quand on va rencontrer des opérateurs de marché de qualité, eh ben, on a la capacité à investir de deux façons différentes, soit au niveau des projets, soit au niveau de la tête de groupe. Voilà. Donc, dernière chose intéressante aussi, c'est que ces projets immobiliers peuvent aussi se prêter à des opérations en club deal de façon un petit peu ad hoc sur des gros dossiers. Et donc, on va avoir des club deals qui pourraient co-investir avec nos fonds d'investissement. Je voulais juste faire un focus aussi sur notre stratégie de création de valeur quand on est sur des projets immobiliers. C'est important de le souligner dans l'environnement actuel. En fait, ce qu'on fait quand on va s'associer à un partenaire type marchand de biens sur une opération de création de valeur, c'est qu'on va acheter un actif immobilier ensemble. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on va le valoriser. Donc, l'objectif, c'est d'en augmenter la valeur. Et comme cet actif, on l'aura aussi acquis avec de l'effet de levier, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une augmentation mécanique à un prix de cession plus élevé de nos fonds propres, qui va être beaucoup plus importante du fait de l'effet de levier par rapport à une acquisition qui aurait été réalisée intégralement en fonds propres. Donc, c'est ce qu'on essaie d'illustrer sur cette page. Et donc, l'objectif qu'on va avoir avec nos partenaires marchands, réhabilitateurs ou promoteurs, c'est un multiple sur fonds propres d'à peu près compris entre 1,5 et 3 fois la rentabilité. Pourquoi est-ce que je voulais insister sur cette logique de création de valeur? C'est qu'on est aujourd'hui dans un environnement où c'est difficile de trouver de la dette. Pour avoir de la dette, il faut avoir évidemment un très bon track record, mais il faut aussi avoir accès à des fonds propres. Et ce qu'on propose aujourd'hui, nous, beaucoup, c'est à des opérateurs de qualité de leur apporter des fonds propres qui vont leur permettre, dans l'environnement actuel où les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté, de pouvoir réaliser des opérations selon notre analyse qui sont de très bonnes conditions. Alors, le FPCI, élévation immo-remploi, c'est la déclinaison destinée à l'article 150 0 BTR de cette stratégie-là. Donc, le FPCI, élévation immo-remploi, c'est un fonds qui est réservé aux investisseurs qui ont vendu leur société, mais qui souhaitent bénéficier du bénéfice de ce dispositif-là. Donc, c'est un véhicule qui a une taille cible de 25 millions d'euros, donc qui va co-investir avec certains de nos autres véhicules d'investissement, qui a une logique equity. Donc, on est sur un fonds remploi, donc 75% de quota minimum investi en actions dans des augmentations de capital ou par prise de participation en rachat de titres, mais avec une participation de plus de 25%. C'est un fonds qui vise un objectif de rendement de 8% net de tous les frais, et puis aussi de fiscalité quelque part. Et je reprends ce que disait Marc, on a un fonds qui bénéficie aussi du quota fiscal, ce qui veut dire qu'on a une plus-value pour les personnes morales, donc les holdings des investisseurs en apport cession, qui sera taxé entre 0 et 15%. 0% si on venait investir à 100% en actions et qu'on a plus de 5% du capital. Et 15%, c'est si on n'était pas investi en actions. Donc, on va plutôt être proche du 0%, entre 0 et 3% à peu près. Point très important, fonds professionnel, donc qui ne peut être souscrit que par des investisseurs avertis. Donc, le ticket est minimum de 100 000 euros, comme nos autres véhicules d'investissement. Et voilà, donc c'est un fonds qui a une durée de 8 ans, qui est prolongeable 2 fois 1 an selon le temps que prend la monétisation de nos dernières participations. Très clair, merci Guillaume. On peut également rappeler pour ces véhicules que la prime de souscription commence à partir du 1er janvier. Donc là aussi, si jamais il y a des opportunités en cours, à quelques semaines près, n'hésitez pas à positionner vos clients sur ces dernières semaines de l'année. Ce que je vous propose, c'est de passer maintenant aux questions. J'ai vu qu'il y avait quelques questions. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si je pourrais répondre à toutes, mais donc il y a une question tout à l'heure que je n'avais pas comprise et que j'ai compris maintenant, qui est de savoir est-ce que quand on détient des titres d'une structure et qu'on veut apporter ces titres en 150 0 BTR, on peut en fait l'apporter à une holding qu'on ne détiendrait pas seul, alors qu'on détenait seul les titres initialement, mais qu'on détiendrait par exemple avec son épouse ou ses enfants. Donc la réponse c'est oui. Effectivement, en fait, le contrôle de la holding bénéficiaire de l'apport en 150 0 BTR, il se détermine avec le cercle familial, donc le conjoint ou partenaire de Pax, les enfants ainsi que les frères et sœurs, quand bien même on détenait les titres seuls au départ. Donc voilà, ça c'était une des questions. Et une autre question, c'est pouvez-vous préciser la différence entre les plus-values d'apport et les plus-values de cession? Oui, alors effectivement, c'est une très bonne question parce que je ne me suis pas trop étendue sur la plus-value de cession parce qu'en fait là,
j'envisageais un cas où on est dans le dispositif d'apport-cession où on va en fait apporter les titres et la holding va les céder immédiatement derrière. Donc, quand on fait l'apport des titres A, par exemple, à une holding X, donc là, on va dégager une plus-value, c'est la plus-value d'apport, c'est cette plus-value qui est mise en report. Ensuite, quand la holding elle-même cède les titres A, bon, si elle les cède à brève échéance, normalement, il y aura ni plus ou moins value. Donc voilà, c'est pour ça que la question ne se pose pas nécessairement. Mais par contre, si elle les cède en effet un peu plus tard, donc imaginons que quand on a fait l'apport des titres, ils se dévalorisaient 100 et ensuite la holding les revend 120, eh bien les 20 de différence entre leur valeur au moment de l'apport et au moment de la cession, donc ça c'est la plus-value de cession. Là pour le coup, c'est la société holding qui est potentiellement redevable de l'impôt sur cette plus-value. Si les titres sont détenus depuis moins de 2 ans, donc je rappelle que normalement ça fait tomber le report par contre sur la plus-value d'apport, sauf réinvestissement dans les conditions qu'on a évoquées tout à l'heure. Et surtout, du coup, cette plus-value, elle va être imposée au taux normal de l'impôt sur les sociétés. Si en revanche, lorsque la holding cède les titres en question, et que c'est bien considéré comme des titres de participation, hein, mais généralement ce sera le cas, si elle les cède plus de 2 ans après l'apport, là, dans ces cas-là, on a une fiscalité plus douce parce que la holding est imposée à l'IS seulement sur une quote-part de 12% de la plus-value. Mais donc, en effet, il y a bien deux plus-values différentes. Il y a celle que la personne physique constate au moment de l'apport, qui correspond à la différence entre la valeur des titres à la date de l'apport et leur prix de revient pour l'apporteur. Et ensuite, dans un second temps, quand la holding cède elle-même les titres, eh bien, s'il y a une différence entre le prix de cession et la valeur des titres au moment où elle les a reçus en apport, cette plus-value, c'est une plus-value de cession qui est imposable à son niveau dans des modalités différentes selon le délai pendant lesquels elle a détenu les titres en question. Une question sur l'augmentation de capital. Oui, alors il y a une question, j'aime pas trop répondre à cette question, mais je vais quand même essayer. La question, c'est de savoir, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand la holding bénéficiaire de l'apport cède avant un délai de 3 ans suivant l'apport, elle doit réinvestir au moins 60% du produit de la cession dans certains dispositifs et notamment elle peut souscrire au capital de sociétés opérationnelles. Et là, on me demande si c'est possible alors même que l'investisseur, j'imagine l'apporteur du coup, possède déjà le contrôle en fait de la société dans laquelle la holding ferait une souscription supplémentaire. Donc, en fait, ces questions-là, il faut toujours bien les regarder parce que, en principe, c'est possible, hein, le texte ne l'interdit pas. Il faut toujours faire attention en fait à l'antériorité qu'il y a eu sur ce dossier pour être sûr qu'on n'est pas en train de se réapproprier soi-même des sommes. Donc voilà, je pense que c'est un peu une analyse au cas par cas. En théorie, c'est pas exclu, mais il faut être prudent. Très clair, merci à nouveau, Maître. Et je crois qu'on a une dernière question, mon cher Benjamin, toi qui es juste à côté de nous, si tu veux venir répondre sur le TRI de 73% dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait. Donc, le TRI de 73%, il est calculé sur les 7 investissements qui ont été réalisés et cédés, qui ont eu des horizons d'investissement qui étaient entre 1,5 ans et, pour le plus long, 5 ans. Et donc, le 73%, c'est 73% par an de rendement brut, calculé sur les différentes dates d'investissement et de désinvestissement. Donc, pour certaines, c'était au bout d'1 an et demi, pour certaines, c'était au bout de 5 ans. Donc, c'est bien un TRI par an, 73% par an, et non pas sur 3 ans. Très clair, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, bien évidemment, on était déjà ravis d'animer ce webinaire. Je remercie encore la présence de Maître Stéphanie Rioux-Bernard. Merci à l'ensemble de nos gérants qui se sont prêtés au jeu. On est bien évidemment à votre disposition, l'ensemble des directeurs des partenariats et moi-même, si jamais vous avez des questions ou des remarques. On enverra dès demain le replay. Et puis, on vous souhaite bien évidemment une bonne fin de journée et on vous dit à très bientôt.